Ça y est, on est en live. Bonjour à tous, j'espère que vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Bonjour à tous ceux qui suivront également par la suite, qui seront en différé, puisque certains en effet préfèrent le différé. Pour l'heure, nous sommes en live. Nous avons aujourd'hui Enguerrand Belnois qui est avec nous. Euh, L'objectif aujourd'hui, c'est de discuter ensemble avec Enguerrand, évidemment, du Service for Equity, comme vous le savez bien. Donc, étape 1, je vais vous le présenter et il va arriver sur scène par la suite. En clair, comme échangé précédemment sur tous les événements qu'on va faire par la suite, ce format, en l'occurrence, c'est un petit peu nouveau puisqu'on essaie d'apporter en tout cas un petit peu de nouveauté dans la mécanique de la transmission, la reprise d'entreprise, avec plusieurs interviews successives. Aujourd'hui, donc, c'est Enguerrand. Par la suite, on a encore des invités exclusifs pour les prochains événements. Vous serez bien évidemment au courant de la suite et des personnes qui seront invitées et également des thèmes qu'on va aborder. Voilà. Donc, pour parler du modèle qui bouscule un petit peu les codes aujourd'hui de la reprise et du financement d'entreprise, on va parler donc du Service for Equity. En clair, comment échanger de la compétence contre du capital et créer de la valeur partagée plutôt que du cash immédiatement. Alors, pour en parler, donc, Enguerrand, cofondateur aujourd'hui de Catalyx, une agence qui aide les PME et les entrepreneurs à former leurs idées en leviers digitaux rentables. Enguerrand a un parcours fascinant dans l'aéronautique, dans l'entrepreneuriat, dans la reprise, la tech, en bref, quelqu'un qui a vécu plusieurs vies en une. Donc, salut Enguerrand, bienvenue à toi et ravi de t'avoir avec nous. Tu peux allumer ta caméra. Hello, comment tu vas? Ah, on a un petit problème de son, on ne t'entend plus. Allô, allô? Plus de son, plus d'image. Il y a l'image, mais on n'a pas le son. Oups. Petit problème technique, on va résoudre ça dans quelques instants. Vous inquiétez pas. C'est les aléas du direct, c'est mieux là? Exactement, super, génial. On t'entend, c'est Bon, parfait. super. Bon, bah ouais, les aléas du direct, on avait beau faire les essais un petit peu. Eh ben, Une fois qu'on merci est à en toi en live, tout ça cas plante. de nous accorder ton temps si précieux avec cette interview exclusive et de ton parcours. Donc, je te laisse également te présenter un petit peu à l'audience. Yes, bah écoute, salut Marc. Merci d'abord de m'inviter à cet événement, c'est quand même hyper sympa. J'ai l'habitude de rencontrer pas mal d'entrepreneurs à différents événements, conférences, à droite à gauche. Je parle beaucoup pour le coup, c'est vrai, sur LinkedIn, mais plutôt sous format écrit. Et là, c'est un peu une première pour le coup, le live LinkedIn avec toi. Et donc je vais aller très vite, on va pas rentrer trop dans les détails, mais oui, tu l'as dit un petit peu, je suis ingénieur aéronautique, donc j'ai travaillé longtemps dans l'aéro, j'ai mis en place des process, pas mal. En fait, j'étais chef de projet. Mon rôle, on va dire, c'était de faire en sorte que tout tourne sans moi et donc de surcroît de me rendre très rapidement dispensable. Et vu que je faisais ça dans l'industrie, forcément, on me donnait de plus en plus de responsabilités puisque je me rendais à chaque fois un peu plus dispensable. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai voulu changer, évoluer et j'ai voulu reprendre d'abord dans un premier temps une société. Ouais. On aura certainement l'occasion de rentrer un peu dans les détails parce que pour le coup, c'était une expérience très enrichissante. Et Comme tous. ouais, comme tous, comme tu dis. D'ailleurs, s'il y a des questions, s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça, surtout, n'hésitez pas à me couper ou autre, hein, avec grand plaisir de répondre. Et donc, ce projet n'est pas allé au bout. Et après, derrière, très vite, j'avais plus rien. Salarié qui avait quitté son taf, qui n'avait pas eu le projet de rachat, entre guillemets, que je voulais. Et donc, après, derrière, j'ai commencé à faire une première opération de deal equity. Donc, j'ai pris 50% dans une agence Mhm. que j'ai redéveloppé et ainsi de suite. Et après, je suis rentré dans un format avec d'autres associés qui nous ont amené du coup à créer plusieurs sociétés et à faire des deals aussi avec plusieurs entrepreneurs. Et donc, du coup, en effet, aujourd'hui, Catalyx, c'est une société de développement qui accompagne les entrepreneurs qui ont des ambitions
assez grande, à se digitaliser, à développer des applications, des SaaS, ou à utiliser toutes les stratégies marketing digitales un peu plus orientées B2B pour aller chercher de la croissance. Et donc, avec cette entreprise-là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a une vision, une approche un peu, pas uniquement en service, mais aussi equity. Et en général, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je dis au premier échange avec des clients, mais qui viennent après dans le temps, et j'aurai le temps un petit peu d'expliquer le format, comment ça Ouais, s'amène. tout à Voilà fait. un petit peu. Justement, on en parle. Aujourd'hui, Service for Equity, ça veut peut-être dire des choses différentes pour certains, mais on va essayer de remettre un petit peu les choses à plat. Comment toi, tu le définirais simplement, le Service for Equity? Alors, le service for equity, on va dire, c'est un modèle hybride pour les entrepreneurs qui ont une approche, qui ont une vision, qui veulent développer des choses, mais qui n'ont pas particulièrement beaucoup de cash au début. Et donc, du coup, qui peuvent possiblement, en fait, rentrer sur des bateaux en proposant leurs services, leurs compétences, en l'échange, en fait, au final, de parts dans des entreprises. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses, de façon très simple. Après, il y a plein de, on va dire, formats qui rentrent en ligne de compte pour faire en sorte qu'un deal equity se fasse ou non. Mais voilà, l'idée, c'est d'échanger, en fait, ses compétences contre des actions. Excellent. Et en quoi, pour toi, il diffère véritablement d'un deal classique, par rapport au cash contre action, par exemple? Alors, déjà, je tiens quand même à expliquer, ou plutôt à remettre un peu l'église au milieu du village. Il y aura toujours dans tous les cas transactions. Ça c'est un fait. Il y aura transaction. Maintenant, en effet, c'est une transaction qui, en l'occurrence, sera financière, sera comptable, mais qui ne sera pas liquide. Là où, en effet, quand on n'a pas particulièrement de cash disponible, ça peut être intéressant d'envisager ce format-là. Il y aura quand même transaction, en fait, comptablement parlant, fiscalement parlant, il y aura un jeu de transactions financières qui va se faire, mais Ouais, simplement, il n'y aura pas de monnaie proprement parlée qui sera reversée vers l'un ou l'autre personne. tout à fait, puisque C'est pour quelque ça. part, tu valorises en fait, l'industrie que tu apportes, en effet. Exactement. Après, évidemment, ça va dépendre en fonction de quelles sont tes compétences, qu'est-ce que toi tu amènes en fait à l'entrepreneur que tu as en face de toi pour justement faire cette opération en fait. Ouais. C'est là où on va, je pense, beaucoup parler de ça dans la discussion qu'on a ensemble. Ça va être justement le fit humain, la vision entrepreneuriale, la négociation, c'est avant tout un processus humain quand même, faut pas l'oublier, avant toute chose. C'est ce que j'allais te poser comme question par la suite. En effet, c'est quoi le vrai mindset qu'il y a derrière ce modèle? Ah le mindset, j'ai envie de te dire. euh, En fait, il n'y a pas de réponse miracle. Tout le monde a un état d'esprit différent quand il entreprend. Et j'ai envie de dire, moi, j'en vois un peu deux états d'esprit différents. Tu vas avoir le format Mhm. où tu as des bonnes compétences. Tu sais que tes compétences, elles ont de la valeur sur le marché. Et tu veux devenir, entre guillemets, le numéro 2 de quelqu'un. Donc Mhm. tu vas voir quelqu'un qui a une belle boîte, mais qui est limité sur certains sujets, et toi tu as entre guillemets des solutions à lui amener. Et donc du coup tu vas dealer avec lui pour rentrer au capital de sa boîte en échange de ton expertise. Globalement c'est comme ça qu'on peut dire les choses. Et donc du coup tu as une approche un petit peu entrepreneur mais plus suiveur. Tu vas pas forcément être le leader, mais tu vas lui amener quelque chose en plus qui va lui permettre de se développer. Mhm. Ça, on va dire, c'est un premier état d'esprit. Et qui est très bien d'ailleurs, entre autres, pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'ont pas d'argent et qui ne veulent pas partir de zéro, qui n'ont pas encore l'état d'esprit vraiment ils n'ont pas encore parfaitement défini leur vision. Cette première approche ou ce premier mindset, il est assez intéressant pour ça. Le deuxième mindset, pour le coup, ça va être ceux qui ont, pour le coup, peut-être déjà de l'expérience entrepreneuriale, qui ont déjà bien défini leur vision et qui, eux, vont avoir plutôt une approche de je multiplie les opérations, je multiplie les deals equity et j'amène des compétences ou un réseau, parce qu'on ne sait pas Mhm. forcément que des compétences qu'on amène, on peut amener de la plus-value autrement. Bien sûr. Euh, et donc, du coup, en fait, on va multiplier les opérations. Et donc, dans ce cas, on est le maître à bord de notre grosse barque dans laquelle on a plusieurs personnes avec nous dans différentes sous-barques. Enfin, je sais pas comment dire, mais On je peut, pense que tu as compris l'idée, quoi. bien compris, exactement. Et ce modèle-là, selon toi et de ton point de vue, est-ce que c'est un modèle qui va attirer de plus en plus d'entrepreneurs ou c'est un modèle qui, tu penses, être assez niché et assez anecdotique par rapport à ce qu'on peut imaginer? Alors, de toute façon, j'ai envie de dire aujourd'hui avec la technologie, le digital, l'ère de YouTube,
Évidemment, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont essayer de faire ce genre de choses-là parce qu'entre guillemets, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent sur ce genre de choses-là. Il y a 20 ans, ça se faisait déjà, hein, c'est pas nouveau, hein, on révolutionne pas du tout les choses en faisant ça aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, il y a plus d'éveil sur ce genre de sujet. C'est comme le rachat de boîte, on sait très bien, toi comme moi, qu'il y a plein de personnes qui font du reprenariat, infoprenariat sur la reprise ou autre. Donc ça vient éveiller le marché. Mais pourtant, le reprenariat, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Bernard Tapie ou Bernard Arnault le faisaient déjà dans les années 70, quoi. Donc, bon. Donc voilà. Donc, en effet, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont le faire. Ça, c'est évident. Maintenant, c'est pas fait non plus pour tout le monde, ou en tout cas, pas tous les formats sont faits pour tout le monde. Je pense que déjà, au début, dans un premier temps, quand on sait pas trop où on va, déjà, commençons par faire une première opération avec quelqu'un qui a déjà une entreprise, et puis voyons après où ça mène. Ça veut pas dire qu'on pourra forcément à chaque fois dupliquer à notre modèle à nous ce mécanisme, en fait. Donc, quelque part, tu penses en effet que ça va peut-être s'imposer un petit peu plus, puisque l'éducation du public va Ouais. fortement améliorer la connaissance, en tout cas, de ce système, de cette mécanique-là. Alors, c'est mon point de vue, je peux me tromper, évidemment, on a tous notre propre lecture sur l'avenir. Je pense qu'en effet, de surcroît, la communication qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux, sur Internet, à droite à gauche, va amener de plus en plus de personnes à faire ça, mais we'll see, quoi. Donc, je j'ai pas de boule de cristal. Après, pour le coup, en l'occurrence, c'est vrai que moi, d'expérience, j'en connais pas encore qui le font beaucoup, ce mécanisme-là. Oui, C'est tout à sûr fait. que Tu as ça va se faire absolument de plus en raison. plus. J'en ai pas observé énormément et je pense que c'est quelque chose qui mérite en effet d'être souligné. Et c'est pourquoi d'ailleurs, en effet, je t'ai invité pour parler de ça, puisque c'est quelque chose qui, je pense, peut aider pas mal de personnes à s'imprégner en tout cas de l'entrepreneuriat sans pour autant prendre les mêmes risques que l'entrepreneur en lui-même. Comme tu le disais tout à l'heure, l'effet suiveur peut être un premier step, en tout cas dans cette mécanique-là. C'est vrai qu'il y a un peu moins de risques parce que typiquement, un entrepreneur qui lance son activité au début, il va tout mettre à plat, il va mettre sa vie en jeu, il va mettre plein de choses en jeu. Quand tu fais un deal for equity, service for equity ou autre, tu rentres déjà sur un bateau qui marche normalement. Enfin, normalement. Je dis ça, moi, la première fois que je l'ai fait, c'était un bateau qui était en train de prendre l'eau, mais fortement. Mais bon, tu peux réussir à te rémunérer assez vite si tu mènes bien le mécanisme. Tout à fait. Et pour entrer un petit peu dans le vif du sujet aujourd'hui, comment concrètement on structure un deal service for equity? Alors, je veux pas qu'on rentre trop là maintenant, si ça te gêne pas, Marc, dans le sujet des formalités, Ouais, parce que des formalités, en fait, si tu veux, je peux en fait grossièrement expliquer les concepts, mais en fait, typiquement, admettons, tu as une boîte qui vaut 100 000 euros. ouais, Voilà. Grossièrement, on fait simple, tu veux 30% dans cette boîte-là, et en fait, toi, tu ne sais pas exactement comment tu vas prendre ces 30%. En fait, tu n'as qu'à proposer à ce dirigeant un service à 30 000 balles, et puis en fait, il va faire très simple, transaction à valeur de ta cap, en fait, ni plus ni moins, de ton capital social, et en fait, il va te faire une compensation par créance, globalement, en fait, hein, et puis tu vas rentrer dans la structure comme ça, en apport en nature, avec ta facture à 30K, quoi, globalement. Mais ça, c'est un mécanisme, on va dire, qui est très simple si tu pars sur la valeur du capital social, donc au nominal. Maintenant, c'est vrai que tu vas avoir des sujets certainement de négociation sur une boîte qui tourne déjà bien. C'est pas parce que le capital social il est de 100K que la boîte elle vaut 100K, peut-être qu'elle vaut 1 million, et donc dans ce cas, il va y avoir tout un jeu, un mécanisme à devoir mettre en place avec études de valorisation, avec un CAC et compagnie. Et donc dans ce cas, tu vas devoir essayer plutôt d'amener un service à 300 000 balles pour une valeur d'1 million, mais donc du coup, tu vas rentrer dans un mécanisme un peu plus complexe à mettre en place avec des professionnels que tu vas devoir payer autour de toi. Et voilà un peu, on va dire, les deux grands mécanismes. Le but, en tout cas, dans tout ça, et je réinsiste là-dessus, c'est Mhm. les formalités. Si les gens qui sont autour de nous, ici, si ça vous intéresse de mettre en place ce genre de mécanisme-là, vous trouverez les formalités, vous me recontacterez plus tard, vous recontacterez Marc, on trouvera les moyens de trouver des solutions. Il y en a plein des solutions. Mais avant tout, la première chose, c'est quand même, ça reste l'humain, ça reste le fit humain, la négociation avec la personne en face. Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Je préfère, surtout si on est dans un sujet là, ou en tout cas dans un appel où on éveille un peu les gens sur le sujet, ça sert à rien de rentrer trop dans le débat des formalités, mais déjà au moins négocier entre vous. Voilà, c'est ça le truc. Trouver le Exact. bon fit humain, c'est le plus important. Disons que l'humain aujourd'hui a une grande place dans toute part de négociation, hein. Aujourd'hui, on le sait très bien, quand il y a deux personnes qui se rencontrent, la première chose, au-delà des chiffres, on va avoir véritablement une connexion
et un besoin et aussi une demande en face qui correspond à quelque chose de win-win, on va dire. Donc, c'est un petit peu aussi la perspective ultime d'une entente entre deux personnes. Et quels sont les pièges, selon toi, à éviter et les erreurs que tu vois souvent dans ce genre de... Alors, on va avoir l'impression que je rabâche, mais le piège, il est principalement humain, en fait. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, si je peux raconter une histoire sur le sujet, c'est-à-dire qu'au début, j'ai pas parfaitement, en tout cas lors de ma première opération comme ça, j'ai pas particulièrement bien audité l'entreprise, j'ai pas particulièrement bien audité l'entrepreneur, le fit qu'il pouvait y avoir entre lui et moi, et je suis allé très vite, auquel cas c'est très bien parce que du coup ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier et d'accélérer entre guillemets mon jeu, mais en fait au final je suis rentré dans une boîte où en fait c'était pas vraiment un cadeau, c'était limite lui il aurait dû me payer pour que je rentre avec lui, donc donc voilà, bon après l'histoire était devenue beaucoup plus belle après avec le temps parce qu'on a relancé l'activité beaucoup mieux. Enfin, on l'a réassaini en 6 mois et ensuite le chiffre d'affaires a grandi. Mais j'ai envie de dire, je regrette pas du tout ça parce que, comme tu le sais, les échecs font grandir. On apprend beaucoup de ça. Maintenant, en effet, le plus gros des sujets, ça reste l'humain. Faut pas oublier, ça reste une association. Tout à fait. Donc, il faut être aligné avec la personne en face. C'est le plus important, c'est l'alignement. Tout à fait. D'ailleurs, tu as toi-même vécu plusieurs projets de rachat, hein, donc qui n'ont pas abouti, qui ont abouti. Avec le recul aujourd'hui, tu en es où réellement? Alors, aujourd'hui, moi, je suis dans une approche sur la partie rachat de boîte. C'est vraiment, on rentre avec du coup mes associés. Alors, j'ai un associé, Sébastien Rousseau, en l'occurrence, qui est avec moi sur tous les sujets que certains d'entre vous ici doivent certainement connaître. Et puis d'autres sujets, d'autres entreprises avec d'autres associés. On multiplie, on va dire, les associations. On a vraiment cette approche-là, que ce soit sur le rachat ou sur l'equity, de faire toujours de l'association. Aujourd'hui, moi, Catalyx, par exemple, en l'occurrence, c'est ma vitrine principale aujourd'hui sur LinkedIn. Si les gens me voient, ils vont principalement voir Catalyx. Catalyx a pour vocation de rentrer au capital de certaines structures. Mais moi, je suis également ouvert de la même façon à céder des parts de Catalyx à des personnes qui veulent rentrer. Donc, j'ai vraiment cette vision et cette approche de, on s'associe, évidemment toujours faire attention à l'alignement. Donc, il y a plein de choses à tester, hein, justement, éviter pas mal d'erreurs sur l'humain, tout ça. Mais globalement, en fait, cette approche, pour moi, elle est win-win avec tout le monde. Et sur la partie rachat de boîte, aujourd'hui, justement, si on prend cette première expérience qui n'a pas abouti, en 2023, avec cet entrepreneur qui devait me céder ses parts de son entreprise à 100%, je n'aurais pas fait un format service for equity avec lui, justement pour des raisons humaines. Et donc aujourd'hui, sur la partie rachat d'entreprise, je préfère rentrer à 100% dans une entreprise avec mes associés que je connais déjà très bien, plutôt que de rentrer dans un format où, en fait, on sera le cédant et nous, on va dire, sur le même siège de direction et il va falloir se mettre d'accord alors que lui, c'est son bébé depuis 20 ou 30 ans. Donc, il y a des négociations, il y a des discussions qui peuvent quand même se faire. On en a un en cours aujourd'hui qu'on devrait normalement racheter l'année prochaine, pour lequel il restera encore au début à 20%, mais il ne sera plus du tout opérationnel, il n'aura plus du tout entre guillemets, de mots de décision à avoir. Mais c'est pas évident, il n'y a pas de recette miracle, j'ai envie de te dire, c'est que du cas par cas, quoi. Bien sûr, exactement. Et ça t'a apporté quoi comme expérience et qu'est-ce que ça t'a appris comme valeur sur l'expertise dans la reprise, du coup? Alors, là, c'est un sujet quand même où moi, je t'ai répondu par rapport à ma vision sur la question juste avant. Maintenant, pour un autre entrepreneur qui, lui, par exemple, veut démarrer, qui n'a pas du tout d'expérience dans l'entrepreneuriat et qui veut reprendre une boîte. Admettons, j'en sais rien, il est technicien, alors citons l'aéronautique, il est technicien mécanique pour monter des avions, voilà, ni plus ni moins, il installe le coffrage, on va dire. Et ben en fait, il veut un moment se remettre à reprendre une boîte et puis il est très intéressé par le semi-conducteur. Voilà. J'ai bien cité le semi-conducteur en ce moment parce que dans l'ère du digital aujourd'hui ou de l'IA, les semi-conducteurs, ils pumpent très fort. Donc du coup, il n'a pas d'expertise là-dessus, mais il veut vraiment entreprendre alors qu'il est initialement pas entrepreneur. Il veut vraiment reprendre cette boîte-là parce que c'est vraiment un secteur qui l'intéresse.
il va se retrouver avec des grandes problématiques. Parce qu'il n'a pas les connaissances métiers, et du coup, il ne sera pas crédible auprès des banques. Et peut-être même qu'en plus, il n'a pas beaucoup d'apports. Forcément, ça ne vient pas aider. Donc, dans ce cas, de son approche à lui, qui est du coup un prisme différent du mien, parce que moi, je vous ai expliqué ma vision et mon approche, mais où je veux rentrer 100% au capital, lui, peut-être qu'il peut se dire autre chose. Moi, je n'ai pas d'expérience. Et je vais d'abord proposer à un dirigeant d'une boîte de semi-conducteurs de rentrer dans sa boîte à 20%. Voilà. Et de faire du coup un deal service for equity. Et de rester pendant 1 an dans la boîte avec le dirigeant. Et après, au bout d'1 an, il aura beaucoup plus la crédibilité, il connaîtra le métier, il connaîtra les clients, il connaîtra la gestion d'entreprise puisqu'il sera formé par le dirigeant pendant cette année-là. Et au bout d'1 an, il va chercher les 80%, admettons qu'il est rentré avec 20%, il va chercher les 80% restants d'être bancaire, et là, il sera plus crédible, et ça peut véritablement faciliter les choses. Ok. D'après toi, comment on pourrait valoriser concrètement du service for equity, si ce n'est par le biais du marché? Est-ce que toi, tu aurais une méthode différente pour valoriser ça? C'est-à-dire ce que tu apportes en termes de plus-value, en tout cas, par exemple, dans l'exemple que tu viens de citer, comment valoriser que ce service-là vaut 10, 15, 20% par rapport à ta structure? Très, très, très bonne question. C'est toujours un fit humain et une vision qu'il faut vendre au cédant en face. C'est-à-dire que si par exemple tu as un cédant qui a une boîte qui tourne entre guillemets toute seule en automatique avec ses clients habituels, elle fait 3 millions de chiffre d'affaires, et elle fait 3 millions de chiffre d'affaires depuis 4 ans, 5 ans, et qu'elle grandit pas. Et que toi, du coup, tu arrives et que tu vas lui dire, écoute, aujourd'hui, le but, c'est de créer toujours plus de valeur. Ta boîte, elle fait 3 millions de chiffre d'affaires avec un EBITDA, j'en sais rien, de 10%, à savoir 300 000 balles. Moi, je vais justement arriver dans la structure, faire grandir ton chiffre d'affaires et faire grandir ton EBITDA par tel ou tel mécanisme. Ça peut être plein de choses. Ça peut être du commerce, ça peut être la baisse de coûts en optimisation des process internes, ça peut être... il y a plein de compétences qu'on peut mettre à disposition en fait, d'un entrepreneur pour l'aider à grandir. Donc, augmentation du chiffre d'affaires, augmentation de l'EBITDA, réduction des coûts de surcroît. Il y a plein de choses à penser, et j'ai envie de dire, chacun a ses propres compétences qu'il peut amener. Donc, moi, j'ai pas de... apporter des nouveaux marchés, etc. Oui, aller faire du commerce, aller mettre de la digitalisation, optimiser les process internes, intégrer de l'IA pour tuer des tâches chronophages, par exemple, faire en sorte que les hommes se concentrent plus sur leurs tâches à valeur ajoutée. Et tout ça, ça va impliquer en effet de la gestion de projet ou des démarches commerciales. Donc, en fait, c'est à chacun, j'ai envie de dire, de définir quelle est la plus-value qu'il va pouvoir apporter à l'entrepreneur, et de surcroît de savoir vendre cette vision au cédant. Voilà. C'est comme ça qu'on valorise les choses. Et après, la valorisation, ça reste un sujet subjectif. C'est pas objectif. Et c'est de la négociation, c'est de la discussion. Moi, j'en ai quelques-uns, on voulait pas être opérationnel avec Sébastien. On est arrivé, on leur a dit, nous, ce qu'on pense qu'il faut que tu fasses pour développer ta boîte, c'est tel sujet 1, marketing, tel sujet 2, commerce, tel sujet 3, optimisation des process internes. On va t'accompagner pour faire ça pendant les 2 prochaines années, et on rentre à 50%, mais on a tout notre réseau et tout qui va venir t'aider. Voilà. Et après, 50-50, après, c'est de la discussion et de la négociation. Il s'avère que lui n'était pas prêt à entendre ça, donc du coup, on vient baisser, et voilà. Et puis après, on discute. Excellent, super. Toi, d'ailleurs, qui aide beaucoup de dirigeants à digitaliser leur activité depuis le temps, aujourd'hui, pour toi, quel serait le levier à la plus grande valeur ajoutée dans la digitalisation pour un chef d'entreprise aujourd'hui qui ferait appel à tes services et à deal comme celui-ci? En fait, quel est celui sur lequel on a le plus de valeur ajoutée? Il y en a, c'est toujours pareil, il y a pas une réponse miraculeuse. Nous, on est capable, si tu veux, parce qu'on a dans l'équipe, on a des marketeurs, on a des commerciaux, on a des techs. Victor, s'il nous regarde, se reconnaîtra, c'est notre CTO, qui sont là et qui peuvent chacun amener des choses spécifiques sur l'entreprise. Donc du coup, quel est le besoin de l'entreprise à proprement parler? Quand on va aller démarcher un entrepreneur, ça va être quel est véritablement ton pain point, là où on peut accélérer le jeu avec toi. Donc en effet, souvent ce qu'on perçoit, surtout sur les sujets de rachat de boîtes un peu traditionnels, c'est qu'en fait, il n'y a rien de tout ça qui est mis en place. Il n'y a souvent pas de site internet, où il n'est pas trop présent, alors qu'un site internet avec une bonne notoriété, une bonne image de marque,
c'est quand même plus vendeur que rien à voir ou un truc un peu bancal qui est fait en 2-2 par un freelance dans un coin au fin fond du Maghreb. Je dis ça, de toute façon, il y a zéro. Voilà, voilà, l'idée, c'est un peu ça. Évidemment, les coûts, ils sont moins chers en offshore, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que peut-être que les compétences, elles sont meilleures en France. Voilà, donc tout se discute, tout se réfléchit. Donc il peut y avoir ça, la partie évidemment image de marque, notoriété, marketing. Ensuite, il peut y avoir des systèmes à mettre en place d'automatisation sur du settings. Donc c'est un peu la démarche en avant du commerce, de commencer à écrire des messages un peu en automatique aux gens. Et oui, désolé, ceux qui me regardent et qui reçoivent des messages de ma part de temps en temps, oui, il y a des automatisations qui sont là, mais je parle aussi, je les surveille. Ça fait partie du jeu. Le plus important, après, reste l'échange commercial et de discuter en direct avec la personne. Donc, il peut y avoir donc, tous ces aspects-là de digitalisation. Et puis, comme je disais, il faut digitaliser l'interne de l'entreprise. J'ai eu encore cette discussion avec un entrepreneur hier qui a des auto-écoles. Il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Aujourd'hui, j'ai 3 auto-écoles, j'en ai une ou deux, et c'est quasi tout qui est fait sur papier. Tu as 3 auto-écoles, tu n'as rien qui est centralisé, tu n'as rien qui te remonte comme information, et ça marche bien, c'est OK. Hein. Donc c'est pour ça que parfois, ils n'ont pas ce pain point-là, parce que pour eux, ça marche. Mais en fait, le truc, c'est que s'ils venaient à digitaliser, à intégrer justement beaucoup plus un ERP optimisé, ça marcherait mieux, ça remonterait de l'information, ils verraient où est-ce que ça marche et où est-ce que ça marche pas. Toi, tu pourrais mettre en place des KPI. Et puis, de surcroît, après, pour grandir, c'est plus facile parce que si tu veux racheter une 4e auto-école, tu as juste à réintégrer ton système et tac, tu as les remontées qui se font. Donc, voilà, pour moi, la valeur, elle se fait un peu sur toute la chaîne, en fait. Les entreprises traditionnelles, elles n'ont jamais pensé à l'entièreté de la chaîne. Donc, elle se fait un peu partout, quoi. Exactement. C'est rigolo que tu disais qu'en effet, tu as des automatisations en place, puisque aujourd'hui, tout chef d'entreprise a aussi un certain besoin, en tout cas, de se démultiplier. Et quelque part, pour se démultiplier, on n'a pas le choix que de créer des automatisations et de faire en sorte que les choses deviennent beaucoup plus fluides, mécaniques, et parce qu'on est soumis à, on est des êtres humains, donc forcément, la répétition, la sanctuarisation des process et du mode de fonctionnement, elle n'est pas forcément évidente à tenir, surtout quand on a des enfants, une vie personnelle, etc., etc. Donc, il faut gérer tout ça. Et c'est important, en effet, de pouvoir se démultiplier. Et merci l'IA, merci les automatisations. Merci l'IA, et je mets un bémol là-dessus. Attention à tous ces gens qui veulent mettre de l'IA un peu partout. Viens, Enguerrand, tu peux m'aider pour mettre de l'IA dans mon entreprise. J'ai envie de te dire, est-ce que déjà, avant de commencer, parce qu'il y a un vrai sujet du FOMO sur l'IA aujourd'hui, attention, tout le monde veut en foutre, mais déjà, avant de commencer à mettre de l'IA, est-ce que toi, tu es optimisé dans ta structure? Est-ce que tu as des process qui sont bien rodés et tout ça? Et c'est seulement après que l'IA va multiplier tes forces. Moi, aujourd'hui, j'ai des automatisations sur l'IA, j'aurais retransmis tout mon savoir et tout ce que je faisais déjà avant de le faire avec l'IA. Et ensuite, après, il ne faut pas oublier, en effet, cet échange humain à un moment qui est hyper important. En effet, et plus il y a d'IA, et plus on a envie d'avoir des humains. Mais en même temps, moi, je vends de la tech, je vends de la digitalisation ou autre. Enfin, si je vous dis que j'utilise pas l'IA, à un moment, à un moment, il y a un problème, quoi. Donc, c'est un paradoxe ultime, en effet. D'ailleurs, c'est un marché aujourd'hui qui va vite. Hein. On voit très bien l'IA dans tous les sens et dans tous les aspects de la vie professionnelle. D'ailleurs, pour faire le rapprochement avec les reprises d'entreprises dans l'ère du digital aujourd'hui, la technologie aujourd'hui, tu penses qu'elle va transformer de manière fondamentale l'opérateur qui va reprendre une société en un stratège digital principalement, ou il y a quelque chose d'un petit peu plus subtil que ça encore, selon toi? Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'IA, ça arrive hyper vite, hyper fort. C'est arrivé en fin 2022. Aujourd'hui, ça a encore évolué. Ils sont encore plus puissants. Les vidéos, pareil. Enfin, ça va hyper vite. Donc aujourd'hui, ceux qui prennent le pas tout de suite vont faire vraiment la différence demain. Parce que les automatisations, les digitalisations, tout ça, ça vient baisser considérablement les coûts. Donc les structures qui en fait vont utiliser ça, qui vont réduire leurs coûts, qui vont automatiser plus de choses, vont forcément, naturellement, manger à terme ceux qui ne montent pas en performance grâce à ça. Moi, je suis convaincu que ça va faire vraiment la différence. Et pour nous, repreneurs, en l'occurrence,
Il y a plein de choses à faire. J'ai eu une discussion encore avec un avocat sur la partie comment trouver son investisseur un peu le plus l'investisseur approprié à notre cible. Et en fait, avec l'IA, justement, on peut gagner du temps déjà, ne serait-ce que sur cette phase en amont, pour justement essayer d'identifier quel est le profil idéal, comment est-ce que je peux aller les chercher, comment est-ce que je peux aller les démarcher, et on va gagner déjà du temps sur cette phase amont. Et ensuite, sur cette phase post-reprise, évidemment, si on intègre de la digitalisation et de l'IA, qu'on remonte des KPI dans sa structure, on va gagner du temps, on va gagner en visibilité, on va être donc plus performant et naturellement, en fait, beaucoup plus comprendre ce qui se passe dans sa structure et prendre des bonnes décisions. Mm. Et aujourd'hui, je le vois, je pense que tu as dû le percevoir aussi, et s'il y a des repreneurs là autour de nous qui nous regardent, ils doivent le voir partout, les entrepreneurs qui vont voir qu'ils partent à la retraite, souvent, ils sont encore sur papier ou autre et tout, mais c'est une des limites à leur croissance. Oui, tout à fait. Tu as absolument raison. Et est-ce qu'il n'y a pas une part de toi, quelque part au fond, là on est plus sur un aspect en effet humain, où l'IA et tout ce qui est en train d'être mis en avant aujourd'hui ne te fait pas peur? Euh... Une question Évidemment, difficile. non, mais il y a des gens qui peuvent avoir peur et je comprends parce qu'ils se sentent dépassés. Mm. Moi, ça me fait pas peur en l'occurrence parce que je fais de la veille perpétuellement. Je vois comment ça peut m'aider à accélérer le jeu. Je vois comment ça peut m'aider à grandir. Après, est-ce que l'IA va nous tuer demain ou pas? Bon, c'est encore un autre sujet, j'ai envie de dire. Mais par rapport à l'entreprise, moi, j'en vois que du positif en fait, ni plus ni moins, Ouais, hein. ouais, tout à Donc fait. moi, en l'occurrence, non, ça me fait pas peur. J'aime jouer avec, j'aime aller vite avec. Après, attention, justement, l'IA, c'est pas miraculeux non plus. Il D'accord. faut, enfin, j'ai vu plein de personnes utiliser l'IA et prendre ce que l'IA leur donnait pour argent comptant. Ça ne marche pas. C'est un des scandales d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui avec la société Deloitte, donc c'est public, donc je peux le dire, qui justement, ils ont été payés, je sais plus combien de centaines de milliers d'euros pour faire une analyse stratégique et ils ont fait plus de la moitié avec l'IA. Et Mm. du coup, ça a envoyé plein de coquilles à l'intérieur et ça a été repéré. Et du coup, forcément, ça crée un scandale. Tu avais Maintenant, fait un si... post là-dessus d'ailleurs, il me semble. Ouais, Non. oui, c'est vrai, je l'ai vu. Et donc, du coup, si tu veux, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas l'utiliser, ça veut dire qu'ils doivent l'utiliser pour gagner en performance, mais que derrière, il faut le critiquer, il faut le relire, faut le challenger. C'est ça aujourd'hui la difficulté avec l'IA, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce que vraiment on va vraiment dupliquer nos forces. Ceux qui prennent tout pour argent comptant là-dedans, en fait, ils vont juste se griller plus qu'autre chose. C'est ce que j'ai tendance à dire de temps en temps. C'est un petit peu un adolescent un peu geek qui sait beaucoup de choses, mais qu'il faut quand Ouais, même cadrer, qu'il faut quand même accompagner, qu'il faut quand même comment dire, lui mettre une petite bulle de sécurité autour de lui quand même. ouais, tout à fait, clairement. Et pour terminer, histoire que, en effet, je vais te libérer, et merci encore Enguerrand, là, l'idée, c'est d'avoir un petit peu aussi tes conseils sur qu'est-ce que tu donnerais comme conseil principalement pour ceux qui souhaiteraient, en effet, mettre un petit pied dans le service for equity, proposer leur service, comment s'y prendre au démarrage quand ils sont encore à l'étape de potentiellement idée. Comment aller démarcher, comment avancer un petit peu dans cette mécanique. Alors, d'abord, il faut quand même essayer de définir le pourquoi je le fais. Qu'est-ce que je veux dans la vie? C'est le why, le fameux why de Simon Sinek. C'est qu'est-ce qui me drive dans la vie et pourquoi je le fais. Une fois qu'on sait pourquoi on fait les choses, il faut définir l'orientation dans laquelle on veut aller. Est-ce que je veux aller plus sur le marché du service? Est-ce que je veux aller plus sur de l'industriel? Est-ce que je veux aller sur de la tech? Tout ça. Donc voilà, il faut vraiment définir ça, qu'est-ce qu'on veut faire. Ensuite, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, ouais, en effet, si on veut essayer de faire une opération de deal equity, ça peut être, comme je disais, il y a un peu deux formats. C'est je viens, je m'associe avec toi, je prends des parts dans ta boîte et puis je vais au charbon avec toi. Ou alors je viens avec toi, je vais t'aider à développer tel pan de ton entreprise, de la structurer, de la faire grandir. Et en même temps, j'ai pas que toi, j'ai aussi d'autres entrepreneurs à accompagner sur ce sujet-là. Donc vraiment définir sa vision. Je pense que, comme je disais, en fonction du niveau entrepreneurial de la personne, il faut plutôt choisir l'un ou l'autre. Enfin, il n'y a pas de recette miraculeuse, mais si tu veux aller au charbon et trouver une seule boîte au début parce que tu es un peu novice dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être le premier truc à faire. Quand tu as déjà des connaissances, une vision un peu plus grande, tu peux peut-être essayer de faire plusieurs deals. Et après, j'ai envie de dire, c'est comme tout,
bah, c'est contacter des gens, démarcher, faire beaucoup de rencontres. C'est du commerce, hein, en fait, hein, ni plus ni moins. C'est comme le rachat de boîte, c'est comme tout ça. Bah, il faut aller à la rencontre des gens et essayer de déceler les opportunités. Et s'il y a un petit sujet sur lequel ce sera plus facile d'avancer, en effet, s'ils veulent éviter de perdre trop de temps, c'est d'aller sur des gens, sur des sociétés qui ont du mal, ni plus ni moins. C'est plus Ouais. facile de convaincre un entrepreneur qui a du mal sur différentes thématiques sur lesquelles on peut amener une solution, comme quand on vend du service, sur lesquelles on peut amener des solutions pour justement rentrer au capital de ces structures. C'est Ouais. plus facile d'aller vers ces cibles-là que vers des boîtes qui tournent déjà très bien et qui n'ont pas de pain point fort, on va dire. Totalement logique. Ouais. Donc après, voilà, commerce, on appelle, on rencontre des gens. Si là, on est sur LinkedIn, si vous prospectez beaucoup à droite et à gauche, que vous n'avez pas encore de service à proposer, que vous n'avez pas encore défini vraiment la suite de vos aventures entrepreneuriales, c'est ce que je recommande à tout le monde, même au début quand j'accompagnais des auto-entrepreneurs, c'est contacte plein de personnes qui sont en train d'interagir sur les posts, sur tes posts, sur les posts des autres, des gens qui sont actifs sur la plateforme, et propose des rencontres. Et vois ce que ça donne. Et peut-être qu'il y a des opérations d'equity à faire avec eux, et que tu n'as pas identifié. C'est seulement la discussion. C'est la discussion qui va amener, on va dire, l'action qui va amener l'information, et après tu pourras avancer, quoi. Absolument d'accord. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter comme erreur dans cette mécanique? Là, j'ai pas trop envie de répondre à cette question parce que t'as des erreurs, on en fera tous. À un moment, il n'y a pas de recette. J'adore la réponse. J'adore la réponse. Mais non, mais il y a pas de recette miraculeuse, donc on en fera tous demain. Maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a pas deux cas qui se ressemblent. Donc, j'ai envie de dire qu'ils te contactent. Voilà, ils ont un cas à venir, une opportunité, et pour éviter d'avoir à faire trop d'erreurs, et qu'ils te contactent, ou qu'ils me contactent, ou qu'ils contactent d'autres entrepreneurs pour choper du conseil et éviter de se planter, parce qu'en fait, c'est pas de recette miraculeuse. Génial. Tu as absolument raison. Et puis, quelque part, l'erreur est aussi apprentissage. Hein. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Enguerrand, pour tous ces éclairages passionnants. On retient que le service equity, c'est pas seulement un montage financier tout simple et tout bête, c'est aussi une manière de collaborer et de créer ensemble de la valeur. Et du coup, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, retrouvez Enguerrand sur LinkedIn, suivez-le. N'hésitez pas, 4e monde, hein, je le précise. Donc, 4e monde, au sujet. Non, surtout sur le sujet du SaaS et de l'application, ouais, et c'est sur le monde francophone en l'occurrence. Exactement. Pour ceux également qui sont en besoin de digitalisation, catalyx.fr. Et pour découvrir ces modèles qui s'intègrent parfaitement dans la reprise d'entreprise, rejoignez Idéal Reprise. N'hésitez pas. Et nous, on est toujours là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous proposer également du contenu de la meilleure qualité possible, en tout cas du niveau qu'on essaye de proposer. Et j'attends de votre part plein de petits likes. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, en tout cas sur des interviews hyper qualitatives comme celle qu'on vient de vivre. Et à très bientôt. Merci à toi, Enguerrand, et au plaisir. Trop bien. Merci Marc. Ciao, ciao à tout le monde. Au revoir.